bienvenue à Rio de Janeiro, je suis Sébastien Lièvre et aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Alors l'argent fait-il le bonheur? Oui et non. On va réfléchir un petit peu à tout ça, nous allons réfléchir surtout à son histoire, quand est-ce que c'est apparu, qu'est-ce qui était la monnaie d'échange au cours de l'histoire, son rôle, quel est le vrai rôle de l'argent, l'inversion aujourd'hui que l'on vit comme beaucoup de choses, même par rapport à l'argent, parce que l'argent, c'est pas forcément quelque chose de mal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'hypermatérialité, eh bien, effectivement, il y a une inversion qui a été faite de l'argent. Et puis, je vous parlerai un petit peu de la synarchie et comment on peut voir un petit peu, notamment les rémunérations, ces trois niveaux qu'il y a dans chaque caste de la synarchie, et essayer de comprendre le mode de fonctionnement de la synarchie qui, au niveau de l'argent, hein, qui me semble relativement juste, et du moins ce que j'en ai compris. Un petit peu avant de commencer, je vais juste vous dire que voilà, je suis parti sur de nouvelles aventures, je fais un petit peu de pub pour ma nouvelle chaîne. Nomade, taoïste, Brésil, je vais partir sur les routes dans ce joli petit camping-car, oui, partir pendant pas mal de temps sûrement, et je vais vous montrer un petit peu le Brésil. Je vais faire des vidéos sur les endroits que je visite, sur les personnes que je rencontre. Je vais faire aussi à mon avis des vidéos sur l'histoire du Brésil, sur la géographie du Brésil, pour vous donner le goût de connaître le Brésil. Et moi j'ai vraiment le goût de connaître le Brésil, ce que je vais faire sûrement dans les mois qui viennent. Et c'est ce que je vais partager avec vous sur cette nouvelle chaîne dont je vous mettrai le lien un petit peu en dessous. Voilà, alors nous allons commencer. L'argent. L'argent, ça c'est quelque chose de vraiment très intéressant qui préoccupe beaucoup de nos concitoyens à l'heure actuelle et surtout aussi ceux qui sont à la tête de tout ce qui se passe en ce moment. Alors l'histoire de l'argent. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent en soi, rien que le nom, on parle du métal. Mais avant le métal, il y avait d'autres façons d'utiliser cette forme d'échange entre les personnes. Et ces formes d'échange, en fait, elles revêtaient à peu près trois couleurs. Un côté agricole, où on allait utiliser par exemple les grains de blé, on allait utiliser les graines de cacao, comme je vous en parlerai pour les Aztèques, où on allait utiliser par exemple le sel aussi. Et c'était des formes, je dirais, concrètes de la nature que l'on utilisait pour échanger quelque chose dont nous parlerons après, parce que quelque part, à mon avis, c'est un échange de temps. Mais nous allons en reparler un petit peu après. Vous aviez une autre couleur qui était la couleur artisanale, c'est-à-dire qu'en fait, la production des artisans d'un endroit permettait d'échanger avec les autres. Donc ça pouvait être des tissus, ça pouvait être des outils, ça pouvait être des haches. Donc c'était une autre forme qui était là, née non pas de la nature, mais née directement de la production de l'être humain, qui était cette forme d'échange. Et puis il ne faut pas oublier une chose, les humains eux-mêmes ont été à une certaine époque l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, on troquait contre des esclaves. C'est assez triste, mais ça a existé. Notamment, on retrouve chez les Aztèques par exemple, alors eux, ils utilisaient surtout la coque de cacao, hein, la graine de cacao, et en fait, un esclave valait 100 graines, et un lapin en valait 10. Et tout ça encore jusqu'au XIVe siècle, hein, quand nous sommes allés, quand les Européens sont arrivés en Amérique du Sud, eh bien effectivement, vous voyez, c'est quand même encore assez récent. Des exemples agricoles, on a aussi le coris. Alors, je ne sais pas si on dit coris en Chine, qui était un petit coquillage et aussi qui a été échangé durant très longtemps sous forme quelque part d'une monnaie naturelle. Donc, vous voyez des couleurs, il y en a plusieurs, c'était vraiment les formes premières. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que l'exploitation de substances rares était à l'époque limitée, je dirais, au culte, vraiment à ceux qui étaient très riches pour montrer qu'ils étaient riches, mais ce n'était pas un système d'échange et donc l'argent en tant que métal n'était pas utilisé
pour les mouvements quelque part de ces échanges de temps au début de l'histoire. Et cela ne va arriver qu'à partir de l'exploitation de l'argent, de l'or, qu'effectivement on va le développer à plus grande échelle. Et à ce moment-là, effectivement, les pièces d'argent vont commencer à apparaître. Alors au début, ce sera l'électron, c'est-à-dire que c'était une monnaie qui était un mélange d'or et d'argent, on ne savait pas encore les séparer. Et ensuite, vraiment, on est passé à l'or, on est passé à l'argent, avec les techniques qui ont permis de séparer l'or et l'argent. Alors si on remonte un petit peu, c'est très rigolo, hein, parce que vous allez voir, on va tomber sur des mots qu'on connaît très bien et qui ont une histoire. Alors, le pactole. Le pactole, c'est quoi? Alors chez nous, quand on touche le pactole, c'est qu'on touche vraiment beaucoup d'argent. Et puis, ben, à l'époque de moins 600 avant Jésus-Christ, eh bien, nous étions en Lydie, c'est en Turquie, et il y avait un fleuve qui s'appelait le Pactole, d'où on allait extraire de l'or, de l'argent. Et le roi de la Lydie, eh bien, tout simplement, a commencé à extraire ça de façon importante. Et là, on a créé une pièce qui va être frappée, puisqu'en fait, les pièces vont être frappées très rapidement, parce que, à mon avis, on entre déjà dans la matérialité, où je veux ma petite tête sur ma pièce. Et du coup, eh bien voilà, ça va être une façon quelque part de montrer sa richesse, d'acheter les autres avec sa tête. Donc c'était en moins 600, pardon. Et puis vous avez Crésus aussi, hein. Crésus, être riche comme Crésus, eh bien c'était aussi un roi à cette époque-là, qui a commencé aussi à marquer ses pièces. Et vous voyez comment on a tous ces mots qui reviennent dans notre langage courant. Moins 400 avant Jésus-Christ, c'est en Chine. Donc c'est presque en Europe que tout ça est arrivé, et notamment en Grèce, hein, puisque c'est vraiment au niveau de la Grèce que tout a été lancé, notamment avec son impérialisme qui a commencé à prendre de l'ampleur, et il a fallu faire des guerres, le commerce aussi a augmenté, et c'est là que aussi ces pièces d'argent ont commencé à apparaître de façon de plus en plus importante. Alors les billets, ils sont apparus en Chine, les premiers, c'était surtout sur des parchemins où on notait effectivement des créances des personnes. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que la monnaie, on va dire, des pièces, c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Or, ça vient de fiducia et ça veut dire confiance. Et puis, le crédit, c'est credere aussi, et c'est aussi cette notion, je dirais, de confiance par rapport à quelque chose. Donc, il faut comprendre une chose, c'est qu'au départ, l'échange, normalement, se faisait surtout sur la confiance. Et je dirais que, imaginons, nous sommes dans une société petite. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que quand une société est très petite, eh bien, nous n'avons quasiment pas besoin d'argent parce que nous allons fonctionner sur la confiance. C'est-à-dire que, ah tiens, aujourd'hui, tu as besoin que je répare quelque chose chez toi. Ok, je répare quelque chose chez toi, j'ai confiance et toi, tu vas m'apporter quelque chose parce que toi aussi, tu as tes propres qualités. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les sociétés, ou du moins dans les constructions sociétales animales, eh bien en fait, on est un petit peu dans un système qui fonctionne comme ça. Chacun a son rôle et il y a une confiance commune qui est partagée par tout le monde, que ce soit les fourmis, les abeilles, et chacun joue son rôle et ne cherche pas à cette hyper-matérialité dans laquelle nous allons tomber très rapidement ensuite, et qui, avec l'Empire grec, est le début de cette hyper-matérialité. Alors tous ces cycles, ils existent, ils ont existé au cours de tous les temps, et ce n'est pas spécifique à ce que l'on vit aujourd'hui. Il est fort possible que 15 000 ans, 30 000 ans, ou je ne sais combien de millions d'années avant, ces cycles aient existé. Moi, je vous parle juste de ce que je peux voir aujourd'hui avec les couleurs de ce cycle aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu pour poser l'histoire de l'argent et comment il est arrivé. Alors, si on part sur aujourd'hui, eh bien, l'argent est de plus en plus dématérialisé. Vous n'avez plus une pièce qui est en argent, vous n'avez pas de pièce en or, et vous avez aujourd'hui votre téléphone. Ah bah, il enregistre, pardon, je cherchais mon téléphone. Et donc tout devient dématérialisation. Alors c'est encore très intéressant, on va en parler un petit peu, puisqu'on va tomber vraiment dans une inversion ensuite des choses.
quel est le rôle de l'argent? Alors, je me suis vraiment posé la question lorsque j'ai commencé à pratiquer la naturopathie. C'est-à-dire que je me suis posé la question, qu'est-ce que je demande à quelqu'un quand je vais lui fournir une aide? Alors, nous ne sommes plus dans une société qui est très simple, où là on pourrait fonctionner tout simplement sur une confiance et les besoins les uns des autres qui sont en permanence, je dirais, connectés. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, nous sommes arrivés à des sociétés où nous passons par quelque chose qui va matérialiser quelque part ce service. Et cet argent, cette pièce, ce billet que vous tenez quelque part, pour moi, c'est du temps. Et c'est vraiment une réflexion que j'avais poussée quand j'avais, je ne sais plus, une trentaine d'années, hein, quand j'ai eu mon diplôme de naturopathe. Et ça a vraiment été un grand questionnement pour moi. Et la conclusion, et c'est toujours la même conclusion que je partage avec vous aujourd'hui, c'est que l'argent n'est que du temps. C'est-à-dire que je vais donner du temps pour toi, et quelque part, tu me rends ça sous une forme d'argent, ce temps, et moi, quelque part, je vais le donner à quelqu'un d'autre pour le temps qu'il va me donner. Donc on est dans un phénomène d'échange de temps, matérialisé par quelque chose. Alors que ce soit le blé, que ce soit des graines de cacao, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'or, on s'en fiche. Quelque part, le plus important, c'est de comprendre que nous échangeons les uns avec les autres du temps. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est là que vous allez comprendre que quand on passe dans l'inversion, le temps est échangé, mais des fois, on ne fait rien, et pourtant, ça rapporte plein d'argent. Donc la notion du temps, pour moi, disparaît complètement dans l'inversion et son rapport à l'argent. Donc ça sera très intéressant aussi de comprendre cela comme ça. Donc, dans une société primordiale, ou du moins très simple, il n'y avait pas besoin d'argent. Et puis le commerce a commencé à exister. Et là, effectivement, comment voulez-vous échanger, je ne sais pas, la réparation de votre maison avec quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres parce qu'il est venu en bateau, etc. C'est pas possible. Donc en fait, nous allons concrétiser par cet argent ou alors par des choses qui étaient un petit peu plus agricoles à une certaine époque. Donc c'est un échange de temps et je pense, voilà, j'insiste, j'essaye de le répéter de nombreuses fois, mais pour moi, l'argent n'est qu'une question d'échange de temps entre un être humain et un autre. Et là où se pose vraiment le problème, on en parlera à la fin sur la synarchie, c'est que vaut mon temps? Et là, vous vous rendrez compte que l'hypermatérialité, ce retour de l'ego sur soi que j'essaye de vous faire partager depuis un certain temps au niveau du cycle que l'on vit aujourd'hui, est vraiment lié à ma valeur. Et si je m'accorde beaucoup de valeur, toi tu ne vaux rien et moi je vais être payé beaucoup plus pour mon temps que je donne à toi. Et là, il y a un phénomène, effectivement, qui va être pour moi d'inversion, dans le sens où l'ego se donne de la valeur et non pas la vie qui donne de la valeur. Et la vie, en fait, elle donne le temps. Et la valeur, c'est le temps, et non pas l'ego. Donc c'est là qu'on retombera dans cette inversion. Plus les sociétés vont effectivement s'agrandir, plus vous comprenez que les échanges ne peuvent pas être aussi simples que ça. Donc l'argent va entrer en jeu, avec toujours cette notion de temps, je pense, qui est la notion la plus juste qu'il soit. Alors, l'inversion. Pourquoi sommes-nous tombés dans l'inversion? Alors, je répète un petit peu ce que j'explique depuis longtemps. Nous sommes dans un cycle où, voilà, yin et yang, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et les énergies qui nous entourent créent des réflexes chez nous. Hein. Quand il fait très chaud, vous avez envie de boire, vous créez des espèces qui vont être résistantes à la chaleur par acclimatation, etc. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas parce qu'on est mauvais, ce n'est pas parce qu'on est bon, c'est tout simplement parce que les énergies qui sont autour de nous nous invitent à entrer dans des mécanismes de retour sur soi, sur son petit ego, et donc à tomber dans le piège, effectivement, de cette inversion, puisque normalement ça fonctionne dans un autre système. Alors on a tendance à le dire bien ou mal, on va mettre les mots satanistes dessus si vous voulez. Moi je m'en fiche vraiment. L'important pour moi c'est de comprendre
le mécanisme, et après on peut l'appeler comme on veut, mais effectivement ce mécanisme de l'ego, ce retour sur soi, cette hyper-matérialité, fait qu'on tombe dans le piège de l'inversion. Et ce piège de l'inversion, vous allez très vite vous en rendre compte, le bouddhisme pour ça est très intéressant, puisqu'il va vous parler du samsara. Le samsara, c'est ce monde dans lequel nous bouclons, et en fait il est dirigé par trois choses. Le désir de posséder, le désir d'être quelque chose. Et là, on est vraiment tourné vers l'ego. Et ce désir, eh bien en fait, il va entraîner la possession. Et la possession va entraîner le besoin d'argent. Parce que quand vous avez de l'argent, vous pouvez posséder les choses. On n'est plus du tout dans le temps. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. On n'est plus dans le système de temporel. On est dans un système de possession matérielle 100%. Et puis avec le désir va arriver la répulsion, parce que si quelque chose vous empêche d'avoir une chose, eh bien en fait vous allez le repousser. Si vous voulez le bonheur et que vous tombez sur une personne qui vous casse les pieds, vous allez vouloir la repousser. Ce phénomène de répulsion va entraîner les formes de guerre. Donc dans nos sociétés, plus il y a de guerres, plus elles sont meurtrières, plus on est dans la répulsion. On veut supprimer les choses, que ce soit les homosexuels, que ce soit les juifs, ou que ce soit toute autre chose. Nous sommes toujours dans la même problématique de la répulsion, et cela vous montre exactement ce que j'essaye de vous expliquer, le cycle que l'on vit. Et nous sommes un cycle, nous sommes vraiment au centre de ce samsara, et cette répulsion est très forte et entraîne les guerres. Et puis, ben voilà, ces deux-là, ils sont entretenus par qui? Eh bien, tout simplement par l'ignorance, parce qu'il n'y a personne ou peu de monde qui vont vous parler de ce que je vous parle aujourd'hui. Et donc, ben, votre mental, il fonctionne sur un moule. Et puis, ben, vu que c'est moulé comme ça continue. C'est pour ça que les jeunes, aujourd'hui, sont vraiment dans un moule. Et ça sera très difficile de les en faire sortir. Mais notre rôle, ou du moins le mien, a toujours été de partager ce que je voyais, ce que je pensais. Donc je continue, entendre celui qui voudra bien entendre, et pour la suite, nous verrons bien. Si on regarde bien un petit peu tout ce qui s'est passé, eh bien, nous tombons dans un système d'anarchie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est chacun pour sa pomme. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand vous êtes retourné vers vous-même complètement sur votre ego, eh bien, vous ne pensez qu'à vous. Vous n'êtes pas dans un terme de société, de nation ou de monde. Vous êtes dans un système replié sur vous. Même dans le New Age, si vous êtes dans le côté bisounours du monde où tout est beau, etc., mais vous ne pensez qu'à vous, tout simplement, vous pensez à votre petite personne qui ne veut plus souffrir d'un monde violent, et vous refusez la violence. Vous êtes dans la répulsion, vous êtes dans le samsara, bienvenue dans le New Age, et vous êtes en train de vouloir un monde de bisounours. Or, la vie, c'est pas un monde de bisounours. Il y a des époques, sûrement, de bisounours, mais on n'est vraiment pas dans l'époque des bisounours. Et le fait d'être en pleine répulsion de l'époque dans laquelle nous vivons, eh bien, vous fait entrer exactement dans le piège de la guerre contre le monde qui est autour de vous, en vous disant, mais non, il faut que tout soit beau, il faut que tu es là, mais en vous, ça boue. Voilà, comprenez bien ça. Si on regarde bien, cette hyper-matérialisation, elle se montre aussi quelque part par une dématérialisation. C'est-à-dire que le temps n'a plus de valeur, l'argent, les pépettes, l'or, tout ça n'a plus de valeur. Je vous rappelle qu'en 1971, le dollar n'a plus été indexé sur l'or. Aujourd'hui, on fait fonctionner des machines à billets. On vous fait des crédits au niveau bancaire qui sont simplement des crédits qui ont été donnés contre intérêt, parce que ça c'est vraiment très intéressant, c'est que ce qui nous montre bien l'inversion aujourd'hui, c'est ce côté des intérêts. Or, à une époque, chez les musulmans, pardon, il n'y a pas normalement de crédit avec intérêt. C'est-à-dire qu'on vous prête l'argent parce qu'on l'a, et ensuite vous le rendez. Mais il n'y a pas de notion d'intérêt de faire fructifier quelque chose. C'est là qu'on tombe dans l'ego. Et effectivement, cette dématérialisation pousse le système
et ceux qui fonctionnent dans l'ego à fonctionner sous forme de crédit et de crédit rémunérateur, ce qui leur permet à eux d'acheter encore plus de matérialité. Et cette dématérialisation de l'argent permet encore plus de matérialité. Et là, nous tombons tous dans le piège. Hein, c'est le piège de ces intérêts. Donc, cette histoire, elle avance petit à petit, avec un rôle de l'argent qui a le droit d'exister. Hein, ce n'est pas un refus, nous ne sommes pas dans une répulsion de quelque chose. Et puis, nous pouvons voir qu'effectivement, il y a aujourd'hui une inversion qui est due par une hyper-matérialisation des choses. On l'explique après comme on veut. Moi, en termes de yin-yang, je vous l'explique à ma façon. Hein. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur l'époque que l'on vit et pourquoi on la vit, en termes d'énergétique autour de nous. Et puis voilà, ce que propose la synarchie, ou du moins ce que j'en ai compris, parce que je ne suis pas un spécialiste en synarchie, j'ai mis le nez dedans, je trouve ça très bien, ça me convient bien, ça me paraît très logique. Et de ce que j'en ai compris, en fait, dans la synarchie, donc vous avez ces 4 castes, hein, en fonction des capacités et des qualités de chacun. Et dans chaque caste, eh bien, en fait, vous avez 3 niveaux. Si on prend par exemple tout ce qui est ouvrier, etc., vous avez l'apprenti, vous avez l'artisan, et puis vous avez le maître. Et puis effectivement, dans la synarchie, on a tendance quand même à mettre des gradients, je dirais, de rémunération. Or, rappelez-vous, c'est une histoire de temps. Si je suis autonome, je me fais à manger, je peux réparer mes affaires, je m'occupe de moi. Je ne suis pas dans égocentré, c'est juste qu'en fait, j'ai le temps de faire tout ça. Et bien, quelque part, je n'ai besoin de personne et je n'ai presque pas besoin d'argent. Mais si je commence à devenir spécialisé, et c'est un petit peu le rôle entre l'argent et nos sociétés, la spécialisation va introduire quelque chose. C'est que vous n'allez plus faire qu'une seule chose. Et du coup, vous allez vous concentrer sur quelque chose, mais vous ne pourrez plus faire le reste. C'est-à-dire que si vous vous concentrez sur réparer des voitures, bah, vous ne pouvez pas cultiver votre jardin. Donc ça tombe bien, il y en a un qui va cultiver les jardins pour ceux qui réparent les voitures, et celui qui répare la voiture va réparer le tracteur du gars du jardin. Donc, on tombe dans un système où ça devient un petit peu plus cloisonné, de par la spécialisation, et donc nous avons des notions de temps qui commencent aussi à apparaître. C'est-à-dire que l'apprenti, ok, il va sur son endroit d'apprentissage, il fait son petit truc, il revient, il peut faire son petit jardin, il peut faire plein de choses, d'accord? Et puis l'artisan, lui, il a le boulot qu'on lui a donné, il doit donner les leçons à l'apprenti, et ça lui prend encore un peu plus de temps. Donc il a moins de temps pour le reste. Et le maître, il va diriger la construction d'une cathédrale, par exemple. Et ça lui demande du temps. Ça lui demande du temps le matin très tôt, quand il se réveille, il prépare dans sa tête. Ça lui demande dans la journée parce qu'il surveille. Ça lui demande le soir parce qu'il va recogiter, remettre les choses en place pour la fois d'après. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est que la notion de temps augmente de l'apprenti à l'artisan et au maître dans la spécialisation. Ce qui veut dire que l'apprenti a le temps encore de faire un peu de jardin, l'artisan de moins en moins et le maître de moins en moins. Ce qui veut dire que le maître qui donne à la société quelque chose, il donne son temps à la société, et bien en fait la société lui rend par de l'argent ou sous forme de troc, mais il n'a pas le temps de s'occuper de se nourrir, par exemple, de se nourrir dans le sens de produire sa nourriture. Donc en fait, il est normal quelque part que le maître soit un petit peu plus rémunéré parce qu'il donne énormément de son temps à la société, et c'est un retour de temps pour lui permettre d'aller voir quelqu'un, un boulanger, d'aller voir par exemple l'agriculteur et de lui payer ce temps qu'il n'a pas, mais qu'il donne quand même d'une autre façon. C'est pour ça que je vous dis que l'argent est vraiment une notion de temps, et plus le maître travaille pour la société et moins il a de temps pour lui-même quelque part, et ce temps-là lui est rémunéré pour qu'il puisse utiliser le temps des autres pour quand même pouvoir manger. Donc moi je trouve pas ça aberrant. Nous sommes dans des notions de 1 à 3, on n'est pas dans des notions de 1 à 1 million comme on le voit aujourd'hui dans une société d'inversion. Et moi je trouve ça très intéressant comme façon de voir, et ça me convient bien.
je n'aime pas parler de responsabilité. Parce que pour moi, la responsabilité, c'est quelque chose que j'aime. C'est-à-dire que j'aime ou que je n'aime pas. Dans le sens où je suis responsable et j'aime être responsable. Donc, je n'ai pas besoin d'être rémunéré pour ça. Si je suis un chirurgien, je n'ai pas besoin d'être rémunéré plus pour ça. Parce que j'ai des responsabilités. Le problème, c'est que le système est devenu pervers. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez des responsabilités, on peut vous poursuivre et on tombe dans l'argent, etc. Blablabla, blablabla, parce qu'on pense qu'à soi. C'est bien très compliqué. Et dans un système très simple, où tout est le plus juste possible, eh bien, nous ne sommes pas dans un système comme ça. Donc le maître n'a pas besoin, pour son petit ego, d'être rémunéré 1000 fois plus que l'autre, parce qu'il pense qu'il vaut mieux que l'autre. Et il a juste besoin d'être rémunéré un petit peu plus parce qu'en fait, il n'a pas le temps pour cultiver, il n'a pas le temps pour réparer son évier, il n'a pas le temps pour réparer sa charrette. Voilà. Donc je trouve ça très logique dans la synarchie, cette vision-là. Elle me paraît très très juste. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'aujourd'hui. J'ai fait une vidéo sur la présentation du camion si vous voulez aller voir sur ma chaîne. Et puis, je vais vous donner rendez-vous à une prochaine fois. Sur quel sujet, je ne sais absolument pas. Encore une fois, je reste dans la spontanéité. Ça, j'y ai pensé il y a 24 heures. Et je me suis replongé un petit peu dedans parce que du coup, j'avais besoin de détails historiques que je n'avais pas forcément. Et voilà, je voulais vous les partager avec vous. Je vais sûrement, la prochaine vidéo que je vais faire, je pense que ce sera sur ma chaîne. Je vais vous parler du solaire pour les nuls, c'est-à-dire comment installer du solaire pour les nuls. Vous allez voir, c'est super simple, d'accord? Donc je vais vous faire une vidéo sur ça. Comme ça, vous pourrez être autonome assez facilement. Et tant qu'on peut encore avoir des panneaux solaires sur le marché. Donc voilà, je reste à vous souhaiter une excellente journée. Et à bientôt. Ciao, ciao!